Il y a 2 ans, je ne savais pas dire bonjour sans rougir. Aujourd'hui, je regarde des séries entières en français, je ris aux blagues avant même que les sous-titres apparaissent, et parfois, juste parfois, je rêve en français. Est-ce que tu veux savoir comment j'ai fait ça? Parce que je te promets que ce n'était pas dans une salle de classe. Mais avant de commencer, dis-moi, mon ami, d'où est-ce que tu regardes cette vidéo en ce moment? Écris-le dans les commentaires. Par exemple, moi, je t'écris depuis les États-Unis, et peut-être que toi, tu regardes depuis le Maroc. Je suis vraiment curieuse de savoir d'où vient notre petite communauté. Allez, écris-le maintenant, je lis tous les commentaires. Donc, voilà comment tout a commencé. J'avais 23 ans. Je venais de terminer mes études universitaires et je cherchais du travail depuis plusieurs mois sans succès. C'était une période assez difficile de ma vie, honnêtement. Je passais beaucoup de temps chez moi, seule avec mon ordinateur et trop de café. Un soir, je parcourais des séries sur une plateforme de diffusion en ligne, et j'ai vu une série française dans la section des recommandations. Je ne me souviens plus exactement pourquoi j'ai cliqué dessus. Peut-être que j'étais simplement très fatiguée des séries que je regardais normalement. Peut-être que la miniature était jolie. Peu importe la raison, j'ai cliqué. Pendant les 20 premières secondes, j'ai failli fermer la fenêtre. Les acteurs parlaient vite, très vite, et je ne comprenais absolument rien. Zéro. Rien du tout. C'était comme écouter un bruit de fond très élégant. Mais les sous-titres en anglais étaient activés, alors j'ai continué. Et quelque chose d'étrange s'est passé. Je me suis mise à regarder les acteurs avec une attention différente. Je ne lisais plus seulement les sous-titres. J'écoutais les sons. J'observais les expressions sur leur visage. Et peu à peu, quelque chose a commencé à se former dans mon cerveau. Le premier mot que j'ai vraiment reconnu et compris sans lire la traduction, c'était le mot « maintenant ». Ça peut sembler insignifiant, je sais. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était magique. Un personnage a dit « maintenant » avec urgence. J'ai compris le sens avant de lire la traduction, et j'ai eu l'impression d'avoir traversé quelque chose. Une petite barrière invisible. Ce sentiment était tellement agréable que j'ai voulu le ressentir encore. Le lendemain, j'ai regardé 2 autres épisodes. Cette fois, j'ai activé les sous-titres en français, pas en anglais. C'était clairement trop difficile pour moi à ce stade. Je ne pouvais pas lire aussi vite que les acteurs parlaient tout en essayant de comprendre. Donc, j'ai fait un compromis, anglais pour les scènes rapides et intenses, français quand les personnages parlaient lentement et clairement. Je passais de l'un à l'autre selon mon niveau de compréhension du moment. C'était ma première stratégie, totalement improvisée. Ce que j'ai appris pendant cette période, c'est que ton cerveau a besoin d'un contexte pour apprendre. Ce n'est pas seulement une question de mémoriser des listes de mots. Quand tu vois un personnage qui est clairement en colère, qui crie, dont le visage est rouge, et qu'il dit quelque chose, tu comprends l'émotion même si tu ne comprends pas chaque mot. Et ton cerveau fait le lien. Il enregistre. Pas consciemment, mais il enregistre quand même. Après 2 semaines, j'ai terminé cette première série. J'ai été surprise de réaliser que dans les derniers épisodes, j'avais souvent oublié de regarder les sous-titres pendant de longues scènes. Pas parce que je comprenais tout, mais parce que je suivais l'histoire suffisamment bien pour ne pas en avoir besoin tout le temps.
C'était déjà un progrès énorme par rapport au premier épisode, où je ne comprenais absolument rien. Alors, j'ai cherché une autre série. Et là, j'ai fait quelque chose de différent. Avant de commencer, j'ai cherché sur Internet si des gens avaient déjà écrit des articles sur la façon d'apprendre une langue avec des séries. Et j'ai trouvé des conseils qui allaient changer complètement mon approche. Le conseil le plus important que j'ai lu, c'était de choisir des séries que tu as déjà vues dans ta langue maternelle. L'idée est simple. Si tu connais déjà l'histoire, tu n'es pas stressé par le fait de ne pas comprendre. Tu peux te concentrer entièrement sur la langue parce que tu sais déjà ce qui va se passer. J'ai immédiatement pensé à une série américaine que j'avais regardée peut-être 3 fois déjà et que j'adorais. J'ai cherché si elle existait en version française, et oui, il y avait une version doublée en français. C'était parfait. Les gens débattent souvent de ça, le doublage ou la version originale. Je comprends les deux arguments. La version originale d'une série française, c'est mieux pour entendre la vraie langue, avec son rythme naturel, ses expressions authentiques et son argot. Mais le doublage d'une série que tu connais, c'est excellent pour apprendre parce que tu n'es jamais perdu dans l'histoire. Tu peux vraiment te concentrer sur les sons et les phrases. Moi, j'ai alterné entre les deux selon mes objectifs du moment. Avec cette série que je connaissais bien, mais en version doublée en français, j'ai commencé à faire quelque chose de nouveau. J'ai mis les sous-titres en français et j'ai regardé les lèvres des acteurs. Quand une phrase sonnait d'une certaine façon mais que je ne comprenais pas, je mettais la vidéo en pause. Je relisais les sous-titres. Je répétais la phrase à voix haute. Puis je continuais. Ça rendait ma session de visionnage beaucoup plus longue, évidemment. Un épisode de 40 minutes pouvait me prendre 1h30. Mais chaque minute était active, pas passive. Puis j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas prévu, j'ai commencé à m'attacher aux personnages différemment. Quand tu regardes quelqu'un dans une autre langue, tu entends une voix différente, pas forcément la voix à laquelle tu étais habitué. Et cette voix crée une connexion différente. Je trouvais certains personnages beaucoup plus sympathiques en français qu'en anglais, juste à cause du ton de leur voix et de la façon dont ils prononçaient les mots. La langue change la perception. C'était fascinant. Environ un mois après avoir commencé, j'ai eu envie de comprendre pourquoi certaines choses se disaient d'une certaine façon. Ce n'était pas juste de la curiosité abstraite, c'était de la curiosité concrète. Dans une scène, un personnage avait dit quelque chose comme « il faut que je parte », et une autre scène avec un contexte similaire, il avait dit « je dois partir ». Je voulais comprendre la différence. Alors, pour la première fois, j'ai ouvert un livre de grammaire française. Et là, j'ai découvert le subjonctif, ce fameux subjonctif. Si tu apprends le français, tu sais exactement de quoi je parle. Ce mode verbal qui existe pour exprimer des doutes, des désirs, des nécessités, et qui terrifie la plupart des apprenants. Mais moi, je l'avais déjà entendu des dizaines de fois dans les séries sans le savoir. Quand j'ai lu l'explication grammaticale et que j'ai vu des exemples, j'ai immédiatement reconnu des phrases que j'avais entendues. Il faut que tu saches. Je veux que tu viennes. Bien qu'il soit fatigué. Ces phrases me semblaient familières parce qu'elles l'étaient vraiment. C'est ça, le secret que je veux te partager. La grammaire apprise après l'exposition est tellement plus facile à retenir que la grammaire apprise de façon abstraite avant toute exposition.
Quand tu lis une règle et que tu peux immédiatement penser à 10 exemples que tu as déjà entendus, la règle entre dans ta tête et elle reste là. Elle ne reste pas seulement dans tes notes, elle entre dans ta mémoire à long terme parce qu'elle est connectée à des souvenirs, à des émotions, à des moments que tu as vécus devant un écran. 2 mois après le début de cette aventure, j'ai fait quelque chose de courageux pour moi. J'ai rejoint un groupe en ligne de francophones qui discutaient d'une série que je regardais. Les gens écrivaient en français, bien sûr. Et moi, j'ai lu pendant une semaine sans rien écrire. Je lisais seulement. J'observais comment les gens exprimaient leurs opinions. Je voyais les expressions familières que j'avais entendues dans les séries apparaître dans des textes écrits par de vraies personnes. Franchement, c'est n'importe quoi. J'avoue que, bref, ces petits mots que personne ne t'apprend dans un manuel mais que tout le monde utilise constamment. Puis un jour, quelqu'un a posé une question sur un épisode, une question simple sur la motivation d'un personnage. Et je connaissais la réponse. J'avais une opinion précise sur ce personnage parce que j'avais regardé tous les épisodes très attentivement. Alors j'ai écrit ma réponse. En français. Une réponse courte, maladroite, avec probablement plusieurs erreurs. Mais j'ai appuyé sur « Envoyer ». Mon cœur battait très fort, ce qui est ridicule parce que c'était juste un forum sur Internet, mais pour moi c'était une grande étape. La réponse que j'ai reçue était encourageante. Quelqu'un a dit qu'il était d'accord avec moi et a ajouté quelque chose auquel je n'avais pas pensé. En français, évidemment. Et nous avons eu une petite conversation. Une vraie conversation, même si c'était par écrit, même si elle n'a duré que quelques messages. C'était ma première vraie interaction en français avec quelqu'un qui était francophone de naissance. Je veux parler maintenant de quelque chose qui me semblait être un problème au début mais qui s'est révélé être une force. Quand tu apprends une langue à travers les séries, tu apprends d'abord le français parlé, familier, avec des contractions, de l'argot et les façons de parler que les gens utilisent vraiment dans leur vie quotidienne. Et les professeurs de langue vous disent parfois que c'est une mauvaise chose, que vous devriez d'abord apprendre le français formel, correct et académique. Je ne suis pas d'accord. Voici pourquoi. Quand tu vas au marché, quand tu prends un café avec quelqu'un, quand tu discutes avec un collègue, tu n'utilises pas le français académique. Tu utilises le français vivant, celui que les gens parlent vraiment. Et ce français-là, avec ses raccourcis, ses expressions et son énergie, c'est ce que les séries t'enseignent. Est-ce que tu peux apprendre la différence entre « tu ne veux pas » et « tu veux pas » ? Oui, et les deux formes sont utiles selon le contexte. Mais commencer avec le français vivant, celui des vraies conversations, m'a donné une base authentique sur laquelle j'ai pu construire quelque chose de solide. Parlons de la prononciation, parce que c'est un aspect de l'apprentissage par les séries que les gens sous-estiment souvent. Quand tu lis un mot en français dans un livre pour la première fois, tu vas probablement le prononcer incorrectement dans ta tête. Et si tu continues à le prononcer incorrectement dans ta tête pendant des semaines, cette mauvaise prononciation va s'ancrer. C'est très difficile à corriger ensuite. Mais quand tu entends un mot pour la première fois dans une série, tu l'entends prononcé correctement par un acteur. Et si tu entends ce mot dans 10 épisodes différents avant même de le voir écrit, ta prononciation mentale est déjà correcte avant même que tu l'aies appris formellement. J'ai appris à prononcer correctement des dizaines de mots comme ça. Le R français, par exemple. Ce sont gutturales qui n'existent pas en anglais.
Je l'ai entendu tellement de fois dans les séries que j'ai commencé à pouvoir l'imiter naturellement, simplement grâce à l'exposition répétée. Et j'imitais. C'est quelque chose que je ne dis pas souvent parce que ça semble un peu bizarre, mais j'imitais les acteurs. Seul dans mon appartement, quand un personnage disait une phrase qui me plaisait ou qui me semblait utile, je la répétais plusieurs fois. J'essayais de copier le rythme, l'intonation et l'accent. Pas pour avoir un accent français parfait, ce qui n'est pas un objectif réaliste pour la plupart des gens qui apprennent une langue à l'âge adulte. Mais pour que les sons deviennent naturels dans ma bouche. Pour que ma langue, mes lèvres et mes cordes vocales s'habituent au mouvement du français. Il y a eu une période d'environ 3 semaines où je regardais pratiquement la même scène tous les matins. C'était une scène dans laquelle 2 personnages avaient une longue conversation sur leurs rêves et leurs regrets. La conversation était lente, naturelle et émotionnelle. Les acteurs étaient fantastiques. Et la langue était riche, mais accessible. Je regardais cette scène, puis je la regardais encore. Je répétais des phrases, j'en choisissais une nouvelle à mémoriser chaque jour. À la fin de ces 3 semaines, je pouvais dire cette scène presque entièrement de mémoire. Et ces phrases sont restées avec moi. Elles font maintenant partie de mon français naturel. Je veux être honnête avec toi, mon ami. Il y a eu des moments difficiles. Des soirs où j'étais fatiguée et où le français me semblait impénétrable. Des fois où je regardais une scène et je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, pas à cause de la langue mais à cause des références culturelles que je n'avais pas. Des plaisanteries supposaient que tu connaissais certaines choses sur la politique, l'histoire, la culture populaire francophone, et moi, je ne les connaissais pas du tout. Ces moments-là étaient frustrants. Mais ces moments m'ont enseigné quelque chose d'important. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture. Tu ne peux pas vraiment séparer les deux. Alors, quand je ne comprenais pas une référence culturelle, je ne m'arrêtais pas à la frustration. Je cherchais. Je faisais des recherches sur cet événement historique dont les personnages parlaient. Je lisais sur cet artiste dont les personnages imitaient le style. Je regardais de courtes vidéos sur des aspects de la vie quotidienne dans les pays francophones que je ne connaissais pas. Et ainsi, mon apprentissage du français est devenu quelque chose de bien plus large qu'une simple compétence linguistique. C'est devenu une exploration d'un monde entier. Vers le 5e mois, j'ai ajouté quelque chose de nouveau à ma pratique, les émissions audio en français. Je sais que tu te demandes peut-être pourquoi je mentionne les émissions audio dans une histoire sur l'apprentissage par les séries. Mais voici la connexion. Après des mois de séries, j'avais développé suffisamment de compréhension orale pour commencer à écouter du français sans aide visuelle. Les personnes qui parlent dans une émission audio parlent en français, et tu n'as pas les expressions de leur visage, tu n'as pas les sous-titres, tu n'as que les sons. C'est un niveau plus difficile. Et ce sont les séries qui m'avaient préparé à ce niveau. Il y avait une émission que j'adorais particulièrement. Des gens ordinaires racontaient des histoires de leur vie en français. Des histoires drôles, tristes, surprenantes. Et parce que c'était de vraies personnes qui parlaient de vraies expériences, le niveau de langage était varié et authentique. Dans certains épisodes, je comprenais presque tout. Dans d'autres, j'étais perdue à 60%. Mais j'écoutais quand même. Dans les transports. En faisant la cuisine. En me promenant. Le français entrait dans mes oreilles même quand je ne faisais pas un effort conscient d'apprentissage.
À 6 mois, un événement important s'est produit. Je regardais une scène dans laquelle un personnage racontait une histoire très longue et complexe, pleine de détails, de digressions, d'émotions. Et à la fin, j'ai réalisé que j'avais compris l'histoire entière. Pas approximativement. Pas seulement les grandes lignes. L'histoire entière, avec les nuances, les sous-entendus et les moments d'humour. Je me suis assise là, un peu sous le choc, et j'ai réalisé que quelque chose avait changé dans mon cerveau. Il ne s'agissait plus de traduire mentalement mot par mot. Je comprenais directement en français. C'est ce qu'on appelle penser dans une langue étrangère. Et quand ça arrive pour la première fois, c'est une sensation vraiment étrange et merveilleuse à la fois. Étrange parce que ta conscience de ta propre langue change. Merveilleuse parce que tu réalises que tu n'es plus vraiment une étrangère dans cette langue. Tu y habites un peu. Autour de cette période, j'ai aussi commencé à noter des expressions que j'entendais dans les séries et que je voulais utiliser moi-même. Pas dans un cahier formel avec des colonnes et des définitions. Non, juste des notes sur mon téléphone, très informelles. Une phrase, le contexte dans lequel je l'avais entendue, comment j'imaginais l'utiliser. Et je retournais régulièrement à ces notes. Je les relisais pendant que j'attendais le bus. Je les récitais à voix basse dans la douche. Je cherchais des occasions de les utiliser dans mes conversations en ligne avec les gens du forum. Je veux te parler de quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent, l'importance du plaisir. Ce n'est pas une petite chose secondaire dans l'apprentissage d'une langue. C'est fondamental. Si tu n'aimes pas ce que tu regardes, tu ne vas pas continuer. Si chaque session d'apprentissage ressemble à une corvée, ton cerveau va résister. Et le plaisir que tu ressens quand tu regardes quelque chose qui t'intéresse vraiment, cette émotion positive, elle aide ton cerveau à mémoriser. Les émotions sont comme de la colle pour les souvenirs. Alors, j'ai fait attention à toujours choisir des contenus qui m'attiraient vraiment. Des séries dont les sujets m'intéressaient. Des histoires avec des personnages auxquels je m'identifiais. Je n'ai jamais regardé quelque chose juste parce que quelqu'un m'avait dit que c'était bon pour apprendre le français. Si le sujet ne m'intéressait pas, je cherchais autre chose. Il y a tellement de contenu disponible aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison de se forcer avec quelque chose qui t'ennuie. Et c'est là une des grandes différences entre apprendre une langue dans une salle de classe et apprendre une langue à travers des contenus culturels. Dans une classe, tout le monde regarde le même contenu, qu'il soit intéressant pour toi ou non. À la maison devant ton écran, tu choisis. Tu deviens le maître de ton propre apprentissage. Et cette autonomie est puissante. À 8 mois, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire quand j'avais commencé. J'ai regardé un film entier en français, sans sous-titres du tout. Pas de sous-titres en anglais, pas de sous-titres en français. Juste les voix, les images et ma compréhension. C'était un film que je n'avais jamais vu avant, donc je n'avais pas la béquille de connaître l'histoire à l'avance. Je ne vais pas prétendre que j'ai tout compris. Il y avait des moments où j'étais un peu perdue dans les détails. Mais j'ai suivi l'histoire du début à la fin. J'ai ri aux moments drôles. J'ai été touchée aux moments émouvants. J'ai eu une opinion sur les personnages. C'était un film que j'avais regardé en français, dans tous les sens du terme. Après le film, j'ai réfléchi à ce qui s'était passé en moi pendant ces 8 mois.
Et j'ai réalisé quelque chose que j'essaie de t'expliquer maintenant. Je n'avais jamais vraiment étudié le français. Je m'étais jamais assise avec un programme, un plan d'études, des objectifs hebdomadaires et des examens. J'avais simplement regardé des choses. J'avais été curieuse. J'avais suivi mon intérêt là où il me menait. Et sans m'en rendre compte, j'avais construit une base solide dans une nouvelle langue. Ce n'est pas une méthode magique sans effort. Je veux être claire là-dessus. J'ai mis beaucoup de temps. Des heures et des heures d'exposition, d'écoute active, de répétition et de recherche. Mais c'était un effort agréable. Un effort qui ressemblait à du loisir parce que j'aimais ce que je faisais. Et cet effort déguisé en plaisir, c'est peut-être la meilleure définition de l'apprentissage naturel d'une langue. Laisse-moi te parler des erreurs que j'ai faites et que tu peux éviter si tu veux apprendre de la même façon. La première erreur, c'est de regarder trop vite en mode passif. Tu peux regarder une série en français pendant des heures chaque soir, avec des sous-titres en anglais, et ne presque rien apprendre. Parce que si tu lis seulement les sous-titres anglais sans vraiment écouter le français, ton cerveau traite l'information en anglais et le français reste un bruit de fond. Tu dois trouver des moments d'écoute active, même si ce n'est que quelques minutes par épisode. Des moments où tu mets la vidéo en pause, où tu écoutes, où tu essaies de comprendre. La deuxième erreur, c'est de rester toujours dans ta zone de confort. Si tu comprends trop facilement tout ce que tu regardes, tu ne progresses plus. Il faut un peu de difficulté, un peu d'inconfort, pour que ton cerveau soit stimulé. Choisis des contenus légèrement au-dessus de ton niveau actuel, pas tellement au-dessus que tu n'y comprends rien, mais suffisamment difficile pour te forcer à tendre vers quelque chose de nouveau. La troisième erreur, c'est d'éviter de parler ou d'écrire. Les séries peuvent t'amener à un niveau très élevé de compréhension, mais la production, c'est-à-dire le fait de parler et d'écrire toi-même, cela demande une pratique séparée. J'ai eu la chance d'avoir le groupe en ligne pour pratiquer l'écriture. Pour la parole, j'ai utilisé des applications qui connectent des apprenants avec des locuteurs natifs pour des conversations. La première conversation vocale que j'ai eue avec une personne francophone de naissance était terrifiante, bizarre et merveilleuse en même temps. Mais c'était une étape nécessaire. La quatrième erreur, c'est de se comparer trop souvent aux autres. Sur Internet, tu peux lire des histoires de gens qui disent avoir appris une langue en 3 mois. Ces histoires sont soit exagérées, soit liées à des situations très particulières, peut-être à des personnes dans des situations très particulières, peut-être immergées dans un pays francophone pendant des mois. Si ton progrès est plus lent, ce n'est pas grave. Chaque personne apprend différemment et à un rythme différent. Regarde ton propre progrès par rapport à l'endroit où tu étais il y a quelques mois, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Je veux maintenant parler d'un aspect de mon expérience qui m'a profondément surprise. En regardant des séries et des films francophones, j'ai commencé à comprendre une manière différente de voir certaines choses. La façon dont les personnages parlaient de l'amour, de l'amitié, de la politique, du travail, du temps libre, ce n'était pas toujours la même façon que dans les contenus que j'avais l'habitude de consommer. Certaines valeurs semblaient différentes. Certaines priorités n'étaient pas les mêmes. Je ne dis pas qu'une culture est meilleure qu'une autre. Chaque culture a sa complexité, ses contradictions, ses beautés et ses problèmes. Mais le fait de me trouver immergée dans une autre culture à travers les histoires qu'elle se raconte m'a rendue plus consciente de ma propre culture. Plus consciente de mes propres suppositions.
plus ouverte à l'idée que ma façon de voir le monde n'est pas la seule façon de voir le monde. Et ça, mon ami, c'est peut-être le plus beau cadeau que l'apprentissage d'une langue peut te donner. Il y a quelque chose d'unique dans les histoires. Quand tu lis un manuel de grammaire, tu apprends des règles. Quand tu regardes un film, tu entres dans la vie de quelqu'un. Tu vois ses doutes, ses joies, ses conflits et ses erreurs. Et parce que tu as cette connexion émotionnelle avec les personnages, les mots qu'ils utilisent portent un poids, une couleur, une texture émotionnelle. Ces mots ne sont pas juste des unités de vocabulaire dans ta tête. Ils sont associés à des visages, à des scènes, à des moments que tu as vécus en regardant. Cette différence est fondamentale dans la façon dont ils sont stockés dans ta mémoire. Les neuroscientifiques parlent de « mémoire épisodique » pour désigner les souvenirs liés à des événements que tu as vécus. Et il s'avère que la mémoire épisodique est beaucoup plus solide et durable que la mémoire sémantique pure, qui est la mémoire des faits abstraits. Quand tu mémorises un mot en le répétant sur une liste, tu utilises la mémoire sémantique. Quand tu apprends un mot parce que tu l'as entendu dans une scène particulière qui t'a ému, tu utilises aussi la mémoire épisodique. Et ce double ancrage rend le mot beaucoup plus difficile à oublier. Ce n'est pas une théorie que j'ai développée. C'est quelque chose que j'ai expérimenté directement. Il y a des mots en français dont je me souviens parfaitement du premier contexte dans lequel je les ai entendus. Je me souviens du personnage qui les a dit, de l'expression sur son visage, de la musique qui jouait en arrière-fond. Ces mots, je ne les oublierai probablement jamais. Des mots que j'ai appris sur une liste, par contre, une partie d'entre eux ont disparu de ma mémoire presque aussi vite qu'ils y sont entrés. À 10 mois, j'ai eu une conversation qui a tout changé dans ma façon de percevoir mon niveau. J'étais dans un café dans ma ville, et j'ai entendu à la table à côté de moi 2 personnes qui parlaient français. Dans ma ville. Je n'y aurais même jamais pensé avant. J'ai hésité pendant peut-être 2 minutes, mon cœur qui battait vite encore une fois, et puis je me suis levée et je leur ai dit, en français, que j'avais entendu qu'elles parlaient français et que j'apprenais le français, puis je leur ai demandé si elles voulaient bien que je pratique avec elles quelques minutes. Elles ont souri. Elles ont dit oui. Et nous avons parlé pendant 40 minutes. Ces 40 minutes sont les 40 minutes les plus importantes de tout mon apprentissage du français jusqu'à présent. Parce que c'était réel. Parce que j'avais besoin de comprendre et de répondre en temps réel, sans la possibilité de mettre la conversation en pause et de revenir en arrière. Parce que leurs accents étaient différents de ceux des acteurs que j'avais entendus. Parce que la vraie conversation est différente d'une scène de série à tous les niveaux, et j'ai tenu pendant 40 minutes. Mon français à cette table-là n'était pas parfait. J'ai fait des erreurs. J'ai cherché des mots. J'ai utilisé des phrases incomplètes parfois. Mais j'ai communiqué. On s'est compris. On a ri ensemble. On a échangé des numéros de téléphone et on a continué à discuter par message pendant les semaines suivantes. Ces 2 personnes, que j'avais rencontrées par chance dans un café, sont devenues mes premiers vrais amis avec qui je parlais français régulièrement. Et elles m'ont dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elles m'ont dit que mon français sonnait naturel. Pas parfait, pas sans accent, mais naturel. Elles m'ont dit que j'utilisais des expressions que les gens utilisent vraiment. Que je savais quand plaisanter et quand être sérieuse. En bref, que je sonnais pas comme quelqu'un qui récitait des phrases apprises dans un manuel. Et bien sûr, je savais pourquoi.
Parce que mon français venait de vraies conversations, de vraies histoires, de vrais humains, même si ces humains étaient des personnages de fiction. Je pense souvent à la façon dont les enfants apprennent leur langue maternelle. Ils ne suivent pas un programme. Ils n'ont pas de manuel de grammaire. Ils sont immergés dans la langue, ils entendent des histoires, ils voient des émotions associées à des sons, et leur cerveau construit naturellement les structures grammaticales et le vocabulaire dont ils ont besoin pour s'exprimer. Les adultes qui apprennent une deuxième langue ne peuvent pas répliquer exactement ce processus, évidemment. Nous avons trop de connaissances préexistantes, trop d'habitudes cognitives bien établies. Mais nous pouvons nous en rapprocher. Et regarder des séries, c'est l'une des façons de s'en rapprocher. Aujourd'hui, 2 ans après cette première soirée où j'ai cliqué sur cette série française presque par accident, ma relation avec le français est complètement différente de ce que je pensais pouvoir avoir un jour. Je regarde des séries en français sans sous-titres de façon régulière. Je lis des articles en français. Je m'endors parfois en écoutant une émission audio en français. J'ai des conversations régulières avec des gens en français, par écrit et à l'oral. Et j'ai commencé à regarder des séries que je n'aurais jamais regardées autrement, des séries de pays francophones différents, avec des accents différents, des réalités culturelles différentes, des histoires que personne ne m'avait jamais racontées. Cette exploration est en train de devenir une de mes passions. Pas seulement le français en tant que langue, mais le français en tant que porte d'entrée vers des mondes que je ne connaissais pas. Si tu penses à commencer à apprendre le français, ou si tu apprends déjà le français et que tu cherches à progresser, voici ce que je te dirai avec tout ce que j'ai vécu. Ne cherche pas la méthode parfaite. Commence maintenant, avec ce que tu as. Une série que tu trouves sur une plateforme de diffusion en ligne. Un film dont tu as entendu parler. Un épisode court. Commence avec les sous-titres dans ta langue, et laisse ton oreille s'habituer au son. Sois patient avec toi-même, parce que les premières semaines sont les plus difficiles et les plus décourageantes, et c'est tout à fait normal. Essaie de trouver du contenu qui t'intéresse vraiment, pas du contenu dont on t'a dit qu'il était éducatif. Si tu aimes les films à suspense, cherche des films à suspense francophones. Si tu aimes les comédies romantiques, cherche des comédies romantiques. Si tu aimes les documentaires sur la nature, cherche des documentaires sur la nature en français. Ton intérêt est ton meilleur professeur. Accepte l'inconfort d'une langue que tu ne comprends pas encore bien. Cet inconfort n'est pas un signe que tu n'es pas capable. C'est un signe que tu es en train d'apprendre. Ton cerveau est en train de travailler, de construire de nouvelles connexions, de s'adapter à quelque chose de nouveau. C'est difficile par définition. Mais ce travail que fait ton cerveau dans l'inconfort, c'est exactement ce dont tu as besoin pour progresser. Et parle, mon ami. Parle le plus tôt possible. Même si c'est maladroit. Même si tu fais des erreurs. Même si ta grammaire n'est pas parfaite. Parle. Écris. Commente sous des vidéos en français. Réponds à des publications dans des groupes de discussion en français. Envoie des messages à des gens qui apprennent aussi le français. Trouve des occasions de produire du français, pas seulement de le consommer. Parce que la compréhension, aussi bonne qu'elle soit, ne remplace pas la capacité à t'exprimer. Ces deux compétences se développent ensemble, mais elles ont besoin d'une pratique différente. Il y a une phrase que j'ai entendue dans une série il y a longtemps et que j'ai mémorisée.
pas parce qu'elle était particulièrement philosophique, mais parce qu'elle résumait quelque chose que je ressentais dans mon apprentissage. Un personnage disait à un autre, « Le monde est beaucoup plus grand quand tu parles plus d'une langue. » Et c'est exactement ça. Ce n'est pas seulement une compétence supplémentaire. C'est un élargissement de ton monde. Un nouvel accès à des pensées, à des histoires, à des gens que tu n'aurais jamais rencontrés autrement. Je ne suis pas arrivée où j'en suis parce que j'ai un talent particulier pour les langues. Je ne suis pas spécialement douée en linguistique. J'ai simplement trouvé une méthode qui fonctionnait pour moi et j'ai été assez curieuse et assez têtue pour continuer même quand c'était difficile. Si tu as la même curiosité et la même ténacité, je suis convaincue que tu peux faire la même chose. Alors choisis ta série. Appuie sur lecture. Et laisse le français entrer dans ta vie, une scène à la fois. N'oublie pas de me dire dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Je lis chaque message et je suis vraiment heureuse de savoir que quelque part, dans un coin du monde, il y a quelqu'un d'autre qui commence cette même aventure.